Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Merci d'être là. On a le plaisir de terminer le cycle, donc d'une part avec Mathieu Macheret, qui nous a accompagnés toute cette année encore, avec donc ce cycle mensuel sur des films contemporains. Et puis on a le plaisir aussi aujourd'hui d'accueillir Romain de Saint-Blanca, qui est donc le réalisateur du film. Et petite particularité aussi que je mentionne, fierté locale, puisque tu viens d'Enghien, donc effectivement, voilà, c'est une ville que tu connais et que tu as quand même bien fréquentée. Peut-être, Mathieu, je te laisse commencer à présenter, ensuite on passe la parole à Romain. Merci Jean-Paul. Non, je voulais juste vous dire quelques mots d'introduction sans trop dévoiler de choses du film et puis donner ensuite rapidement le micro à Romain. C'est un film qui nous a beaucoup interpellés. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux premiers films français de l'année, un plus beau premier long métrage qu'on a pu voir cette année, qui n'hésite pas à s'aventurer sur le terrain de l'imaginaire, qui est très inspiré aussi par, on en reparlera sans doute après, mais je pense qu'il est traversé par une cinéphilie assez ardente qu'on pourra déplier tout à l'heure. Et puis, voilà, il y a à la fois de magnifiques jeunes acteurs, jeunes actrices à l'intérieur de ce film, une atmosphère extrêmement ciselée et voilà, une véritable aventure de cinéma qu'on était très, très heureux de vous présenter maintenant, en fin de ce cycle de cette année, arrivé au bout de tout un programme au mois de juin, et vous allez voir que le film s'aventure comme ça sur le terrain du genre, sans en dire trop. C'est un film assez un contre-modèle de ce qu'on peut voir souvent comme le type du premier film français et qui, s'est avéré très surprenant. Donc merci à vous d'être venu le voir. Et Romain, si tu veux dire un petit mot sur ce film. Merci Mathieu déjà pour cette belle intro et merci à vous d'être là. Effectivement, je suis très content parce que je suis né ici, donc ça me fait plaisir de revenir pour présenter le film. Non, mais je vais juste dire quelques mots avant. C'est avant tout un film sur l'adolescence pour moi, où j'ai voulu convoquer un peu des sensations et des sentiments que j'avais pu éprouver à cet âge. Une sorte de sentiment, un bouleversement, un sentiment de révolte, mais que j'ai voulu projeter dans un monde un petit peu à part, un petit peu autre. D'abord une époque que j'ai pas connue, qui est la fin des années 60, mais qui est une époque qui me passionne, notamment pour son cinéma. Effectivement, on pourra parler aussi de cinéphilie. Et ensuite, dans cette atmosphère fantastique, ce monde un peu imaginaire, qui est un monde de cinéma, mais aussi qui incarne la perception du personnage principal, qui est en proie à ce trouble de l'adolescence et qui se reflète dans cette atmosphère. Merci Romain. Il y a une discussion à la fin du film, comme d'habitude. Donc on se retrouve tout à l'heure pour une discussion avec Romain, animée par mes bons soins. Et vous aurez évidemment l'occasion de poser toutes vos questions à ce moment-là, car un micro va circuler dans la salle. Voilà, bon film, merci, et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, c'était donc La Morsure. On a de la chance, évidemment, parce que Romain de Saint-Blanca est avec nous ce soir pour en discuter. Le film est très étonnant. On a à la fois l'impression de se retrouver en terre inconnue et en même temps d'avoir une option poétique comme ça qui est assez rare pour un premier film français. On va revenir sur pas mal d'aspects du film, mais avant toute chose, il y a une question vraiment toute bête que j'aimerais bien te poser. C'est ce qui t'a amené, en savoir un petit peu plus sur ton parcours et sur ce qui t'a amené à réaliser ce premier film, quoi. Comment tu en es venu au cinéma ? Oui, alors moi j'ai fait des études de cinéma à l'université. D'abord à Bordeaux, puis Paris 8, puis Nanterre. J'ai fait un master de réalisation à Nanterre, dans lequel j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelait Pin-Ups, il y a 10 ans. D'ailleurs, les derniers plans du film ont été tournés à Montmorency.
Et ensuite, j'ai fait un master de scénario à Nanterre, dans lequel on a 1 an pour écrire, entre autres choses, un scénario de long métrage. Et à la fin de l'année, on le présente dans une soutenance face à des producteurs. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon producteur. C'était un des producteurs qui était présent. Il a beaucoup aimé le scénario. Et c'est comme ça qu'on a commencé à développer le projet, qui a mis de très longues années avant de pouvoir se faire, parce qu'on n'avait pas assez de financement pour ça. Et sinon, comment j'en suis venu à faire ce film, voilà, j'avais envie de faire un film sur l'adolescence, et sur mon adolescence, mais voilà, projeté dans quelque chose de beaucoup plus fantasmatique. Et en même temps, en convoquant cette époque qui moi, me passionne et m'obsède un petit peu, et aussi tout un tas d'univers littéraires, cinéphiles qui me plaisaient, qui étaient constitutifs un peu de ma sensibilité, de mon parcours de cinéphile. Et voilà, ça s'est fait comme ça, de manière assez naturelle, où je me suis pas vraiment posé la question. J'ai écrit le film que j'avais envie de que j'avais envie de voir, et il s'est avéré que ça a plu à un producteur, et comme ça, on a commencé à partir. Et sinon, la première image qui a un peu conduit l'écriture, c'était cette scène de fête avec un garçon et une fille qui dansent ensemble, qui sont tous les deux déguisés, enfin en tout cas qui sont dans une fête déguisée. Et à travers leur costume et leur maquillage, ils peuvent se présenter l'un à l'autre comme ils ont envie d'être, et de se rencontrer par cet intermédiaire. Donc c'est ça qui a un peu conduit la suite. Alors comme tu as dit, le film se déroule en 1967. Tu nous as dit que c'était une époque qui t'intéressait, et j'aurais voulu en savoir un petit peu plus là-dessus. Qu'est-ce qui t'a passionné dans cette époque, et d'autant plus qu'on se dit que la date, elle doit pas être choisie par hasard, évidemment. Les influences, on y viendra. Je pense que ce sera une question intéressante, mais c'est sur ce moment, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te projeter dans ce moment-là? Et moi, je vois le film comme aussi se déroulant juste avant ce qu'on appellera les événements de mai 68. Et il y a sans doute au cœur de cette héroïne un désir de transgression, de fouler les interdits, et de s'émanciper comme ça d'un carcan très, très rigide. Qui annonce un petit peu peut-être aussi l'année à venir. Il y a sans doute peut-être aussi des raisons iconographiques, mais voilà, d'abord sur ce choix de cette époque. Non, c'est ça, t'as pointé les choses que j'avais envie de transmettre. D'abord, moi, c'est une époque qui me parlait en tant que cinéphile, où j'ai commencé, les premiers films qui m'ont vraiment marqué, c'était plutôt des films des années 60, 70, où vraiment j'ai eu mes premiers... on va dire mes premiers chocs cinéphiles quand j'étais adolescent. Et après, il y a beaucoup de raisons esthétiques déjà, avec la musique, la mode de cette époque qui me parle beaucoup. Et ensuite, il y avait cette envie d'avoir ce hors-champ un peu culturel, historique, dans le film qui est connu, où on sait qu'on va aller vers mai 68, ce qui permettait d'ancrer un peu la trajectoire du personnage et de tous les personnages du film dans une trajectoire effectivement de transgression, de révolte, d'une jeunesse aussi qui émerge en tant que groupe à part entière. J'avais envie que les personnages adolescents puissent former comme ça presque un monde à l'écart de ceux des adultes. Et ça répondait à beaucoup de choses qui étaient en jeu dans le film, à savoir la peur de l'avenir, la peur du lendemain, de la guerre, des choses comme ça, et la peur immédiate de la mort de l'héroïne. Et voilà, et ça permettait d'avoir un monde qui amenait ça avec un poids des institutions, de la société qui était très fort, ce pensionnat catholique, un poids du religion, un poids religieux, la séparation des sexes à l'école aussi, tout ça marquait un univers mental pour le personnage qui permettait d'avoir cette peur de la mort et cette trajectoire de désobéissance. Et ce que je trouve, moi, vraiment très intéressant dans
dans ce choix de l'époque et le fait que c'est un film qu'on pourrait définir de plein de manières, mais c'est un film d'époque. Et un des enjeux souvent qui est assez compliqué quand on s'intéresse, disons aux années 60, mais peut-être à d'autres décennies, c'est la reconstitution, qui est toujours quelque chose soit d'assez lourd, soit d'assez visible. On fait beaucoup d'efforts pour essayer de mimer une époque, etc. Et ce que je trouve très réussi, moi, dans La Morsure, c'est que justement, tu te projettes presque par l'esthétique d'une époque, par la fantasmagorie d'une époque. C'est vraiment en réunissant plein d'images, d'idées, qu'elle devient réelle et extrêmement tangible. Alors je voulais savoir quels ont été pour toi les moyens que tu as mis en œuvre pour toucher ce passé, voilà, qui se présente peut-être d'abord par le filtre de ta propre envie, de tes propres les propres images que tu as à l'intérieur de toi. Déjà, ouais, comme c'est une époque qui me passionne, j'ai beaucoup regardé de films, de documents, de choses de cette époque, donc il y avait quelque chose d'assez naturel et organique pour moi à l'aborder. Enfin, c'était à la fois ça me tenait à cœur et à la fois c'était évident. Enfin, il y avait une certaine forme d'évidence pour moi. Et effectivement, ça se traduit, en tout cas à l'image, par essayer de reconvoquer des motifs esthétiques, une texture, des couleurs aussi des films de cette époque, parce que moi j'ai l'impression que la croyance dans une reconstitution passe aussi par, en tout cas quand c'est des époques qui ont été filmées, par un rapport à l'image. Et j'ai l'impression que voilà, les costumes, les figurants et tout de suite, une fois qu'il y a une texture qui est proche des images de cette époque, on y croit beaucoup plus. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon rapport. Et j'avais envie que ce soit à la fois juste, enfin, que voilà, on soit assez précis sur les choses. Et en même temps, c'est quelque chose de fantasmatique, parce qu'on est dans la tête du personnage. Quand on arrive dans la fête, on peut se dire que c'est la première fois que ces jeunes filles vont dans une fête, et donc il y a quelque chose d'un peu plus flamboyant, un peu plus grandiose. Et voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. Après, c'est vrai que quand on se lance dans un premier film, quand j'étais en préparation du film, je me suis dit, mais pourquoi j'ai mis autant de choses dans ce film? Et, enfin, c'était difficile à la fois de trouver des lieux pendant les repérages qui pouvaient correspondre. On était dans un tout petit budget, en tout cas pour les ambitions un peu esthétiques du film, et donc c'était beaucoup de charges et en même temps c'était ce qui me faisait aussi plaisir, quoi. Et quand tu disais aussi qu'on ne sent pas forcément une reconstitution, enfin c'est un peu en décalage par rapport à ce qu'on peut imaginer d'habitude. Il y avait aussi l'envie de ne pas filmer l'époque, enfin de la filmer presque comme aujourd'hui, où par exemple quand elles sortent dans la rue, on a plutôt des longues focales où on ne filme pas les voitures, on filme les filles qui traversent une rue et il s'avère que derrière il y a des voitures d'époque. Mais on n'avait pas envie d'appuyer ça, et avec le chef opérateur par exemple, une des références qu'on avait c'était Kess de Ken Loach, où voilà, ça se passe en 67 parce que c'est filmé en 67. Et les rues sont sales, il y a des poubelles dans la rue, des papiers, on filme pas les décors, les voitures, et ça nous plaisait beaucoup, par exemple. Alors il y a une question que je retiens depuis tout à l'heure et qui m'intéresse beaucoup, c'est justement sur tes influences pour ce film. On imagine beaucoup de choses. Il y a vraiment voilà, le film est très évocateur, ça rassemble, ça pourrait correspondre à beaucoup d'univers. Tu parlais d'influence littéraire aussi tout à l'heure. Bon, il y a aussi toute une part musicale du film qui me semble très intéressante aussi. Alors voilà, quelles ont été, on imagine peut-être il y a une hésitation parce qu'on se demande si voilà, des influences françaises, peut-être anglo-saxonnes, peut-être liées au cinéma de genre, mais peut-être pas. Et voilà, je voulais en savoir un peu plus là-dessus.
J'avais effectivement envie d'être au croisement entre plein de choses différentes, mais qui caractérisaient cette époque. Et peut-être pour finir sur l'époque, quelque chose que j'ai oublié de dire, effectivement, plus qu'une reconstitution, j'avais envie d'invoquer un peu tout l'imaginaire et l'inconscient de cette époque qui pouvait passer à la fois par une contre-culture naissante, un cinéma fantastique aussi, des choses comme ça, ou la guerre d'Algérie. Enfin, voilà, il y avait comme ça des choses un peu disséminées ici et là qui pouvaient reconstituer cette époque sans... En tout cas, j'ai essayé de pas trop appuyer ça. Et pour les références, j'avais à la fois des références qui étaient du cinéma, on va dire, des émotions, de l'intime, de la nouvelle vague, de la post-nouvelle vague, et à la fois des références de cinéma de genre. Et donc, moi, mon envie, c'était d'être à la fois un peu dans Cléo de 5 à 7, ou les films de Jean Rouch, ou les premiers films de Philippe Garrel, par exemple, ou des choses comme ça, et en même temps d'avoir un peu de la Hammer, un peu de Giallo, voilà, et d'être... en tout cas, c'était pas forcément réfléchi, et là encore, comme l'époque, c'était un peu... j'ai abordé ça de manière organique, en y mettant ce que j'aimais, ce que j'avais envie de voir. Et par exemple, pour l'image, on parlait de caisse, mais on a aussi beaucoup regardé avec le chef opérateur Accident de Joseph Losey, qui nous a beaucoup inspiré pour l'image, pour la mise en scène, pour la lumière, où il y a une lumière hyper artificielle, avec beaucoup une illumination des visages, avec une photogénie des visages, et en même temps une lumière très violente, très contrastée, avec des ombres très dessinées et découpées. C'est ça qu'on a essayé de faire. Et une mise en scène assez cadrée, où les comédiens devaient trouver leur liberté dans quelque chose de très artificiel. Et mon envie et mon défi un peu avec la mise en scène de ce film, c'était toujours essayer d'avoir un équilibre, en tout cas d'aller chercher un juste milieu entre quelque chose de très tenu, cadré, artificiel, et en même temps une énergie quand même des personnages qui devaient être là, et une vie des comédiens qu'il fallait pas non plus brider, mais voilà, d'être toujours un peu dans cet écart. Comment tu as rencontré les comédiennes et comédiens du film, justement, parce que moi je les trouve très frappants. Alors, bien sûr, on sait que souvent l'un des enjeux des premiers films, c'est de filmer la jeunesse, c'est de montrer des nouveaux visages, c'est de trouver des jeunes comédiens et comédiennes. Et les tiens, dans ce film, ont des visages très étonnants, des voix aussi, des présences comme ça, qui sont très marquantes. J'aimerais savoir, voilà, quel a été le processus et comment tu as travaillé avec ceux-ci et celles-ci. Comme tu le soulignes, effectivement, j'avais envie de présence singulière, de visages particuliers, de voix. Je voulais un film qui donne de l'importance aux gestes, aux voix, aux regards, qui soit d'une certaine façon en accord avec l'adolescence aussi, pour ça, qui est pour moi une période qui se joue beaucoup dans le rapport au corps, le rapport aux autres, dans comment on regarde les autres pour se constituer soi-même, et une période où les gestes, les rituels sont importants, et voilà, c'était ça aussi l'envie première du film. Et après, comment je les ai trouvés, comme je disais tout à l'heure, le film a mis très longtemps à pouvoir se faire. Donc il y a eu beaucoup d'étapes de casting différentes pendant plusieurs années, où à chaque fois on pensait faire le film, donc on commençait des castings et puis finalement ça s'arrêtait. Et Léonie, par exemple, Léonie Dahan-Lamort, qui joue le personnage principal, on l'avait vu dès le début parce que moi je l'avais remarqué dans un court-métrage, et voilà, j'avais l'impression que je pouvais la projeter dans ce scénario. Et on l'avait vu donc dans les premières, et puis finalement le film s'était pas fait à ce moment-là. On a continué à essayer de le faire. Quand on a recommencé des castings, on a vu d'autres gens pour avoir un spectre un peu large. Et finalement, on a trouvé personne, et on est revenu vers elle à la toute fin, presque avant de commencer la préparation du film.
Et là, quand on l'a revue, voilà, j'étais sûr que c'était elle. Et pour les autres comédiens, ça s'est fait un peu pareil, où à un moment, il y avait d'autres castings envisagés, et puis finalement, le film s'est pas fait comme ça. Et donc, il a fallu retrouver des gens, et puis voilà, on a fait des castings. Et par exemple, pour Fred Blin, ça devait être un autre comédien avant, et finalement, il pouvait pas faire le film, donc il fallait que je trouve quelqu'un d'autre, et j'avais vu Orange Sanguine peu de temps avant, notamment parce qu'on avait casté Lilith, et que du coup, j'avais été voir un film dans lequel elle jouait. Et je me suis rappelé de la présence étrange de Fred, et je me suis dit, bah voilà, en fait, c'est lui que je cherchais, parce que j'avais écrit le personnage en pensant à Maurice Renet, et d'où son prénom. Et je trouve que chez Fred, il y avait à la fois une étrangeté, quelque chose de très bizarre, et en même temps, il avait ce physique un peu à la Maurice Renet ou aux acteurs de cette époque qui me plaisait beaucoup. Alors si j'ai bien entendu, parce que je revois le film, mais l'héroïne s'appelle Florence Berthaud ou Berthou? C'est Françoise Berthaud. C'est Françoise, pardon, oui, Françoise Berthaud. Mais effectivement, c'est une référence un peu discrète à Juliette Berthaud, qui est une comédienne que j'aime beaucoup. Mais l'actrice est précisément une réincarnation de Juliette Berthaud. C'est assez impressionnant, surtout quand elle se maquille les yeux à la fête. Je me l'étais pas forcément dit, mais si tu l'as vu, effectivement. Ouais. Mais voilà, tous les personnes. Enfin, j'aime bien écrire en ayant des visages ou des présences un peu en tête, et donc je me suis inspiré parfois d'acteurs existants, et notamment d'acteurs de cette époque. Et tous les noms des personnages sont comme ça, un peu piochés dans des choses que j'aime bien. Il y a des tas de références enfouies. Et alors, tu joues avec un imaginaire qui serait celui du film de vampire, avec ce personnage qui surgit au milieu de la fête, et une cristallisation se produit avec l'héroïne, et ensuite une rencontre, et puis une sorte de promenade nocturne avec lui. Mais ce que tu retiens du film de vampire, on sent que tu évacues la mythologie, et c'est ça qui est très intéressant, parce que c'est une façon aussi d'évacuer certaines questions un peu pesantes du genre, de passage obligé, etc. La mythologie est évacuée, ou en tout cas, voilà, tu joues avec elle, au profit d'autre chose qui serait le romantisme. On a l'impression que c'est vraiment ça qui t'intéresse dans le motif du vampire. C'est ce romantisme qui a pu aussi être celui d'une certaine jeunesse de l'époque, les baladins des années 60-70, tout un côté un peu, voilà, une certaine élégance en chemise à jabot, qui, oui, tu parlais des premiers films de Philippe Garrel, mais voilà, ce romantisme-là, est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé ? Alors déjà, oui, pour le look, il y avait quelque chose qui me semblait aussi évident de convoquer cette époque, parce que j'avais envie qu'il y ait ce lien qui existait à l'époque, et qui puisse être fait dans ce film, à la fois c'est des adolescents un peu blafards qui dorment pas beaucoup, et qui sont habillés, ou qui ressemblent aussi un peu à des pop stars. Enfin, il y avait ce lien entre la pop star, le vampire ou la créature un peu nocturne que j'aimais bien. Et effectivement, le romantisme était une part importante de l'envie de faire ce film. Rien que, enfin, la littérature romantique, moi, c'est quelque chose qui a aussi compté pour moi dans mon adolescence. Donc, il y avait une logique à reconvoquer ça. Et puis, effectivement, c'était quelque chose de fort à la fin des années 60, chez Garrel ou ailleurs. Et ce qui m'intéressait avec le vampire, c'était d'abord parce que j'avais envie de traiter le désir d'une adolescente, et en même temps d'une adolescente qui s'échappe d'un pensionnat, qui n'a jamais côtoyé de garçon. Donc il y a beaucoup de peurs qui côtoient ce désir et cette volonté d'aller à la rencontre de l'autre. Et le vampire permettait ça. C'est une incarnation du désir et en même temps des peurs que ce désir amène. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de décrire ce personnage comme n'étant pas à l'aise avec son corps, avec l'image qu'il renvoyait, un personnage qui est un peu dans un certain mal-être. Et cette identification au vampire pouvait aussi raconter ça.
Et c'était la rencontre entre le personnage de Françoise et un vampire, un personnage qui pense qu'elle va mourir. Donc il y avait une certaine logique à lui faire rencontrer quelqu'un qui peut la tuer potentiellement. Parce qu'elle est au seuil de la mort, elle peut rencontrer quelqu'un qui est aussi entre la vie et la mort. Voilà, il y avait quelque chose comme ça. Et effectivement, le film, en tout cas, j'avais envie qu'il soit traversé par une sorte de souffle un peu romantique qui correspond à l'adolescence et aux fêtes et aux nuits qui se finissent pas de cette période. Alors souvent, le fantastique s'est intéressé à cette force dévastatrice que serait le désir des jeunes filles, ou qu'est-ce que les jeunes filles ont à l'intérieur d'elles qui est si puissant. Et ici, on voit bien que tu retiens pas forcément des effets d'effroi ou des progressions qu'on a pu voir dans beaucoup de films fantastiques. Le film progresse beaucoup plus par une sorte de logique poétique et onirique, plus que par des règles narratives quelconques, ce qui fait que sa matière, c'est bien sûr les visages, on en a parlé, mais aussi les lumières mouvantes, les textures, les formes, etc., qui créent comme ça tout un univers poétique. Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais ? Oui, j'avais envie que le film fonctionne un peu comme un rêve éveillé, qu'on soit toujours dans une sorte d'entre-deux, entre l'intime et le fantastique, entre le jour et la nuit, l'horreur, d'être à la lisière toujours entre les choses et de ne pas savoir exactement où on est exactement, et qui correspondait... j'avais l'impression que ça correspondait au sentiment du personnage, à l'état dans lequel elle se trouvait. Et effectivement, ça passe par les lumières, par la mise en scène, et notamment j'imagine que tu parles surtout de ça, de la forêt, de la mise en scène de la forêt, avec ces ombres mouvantes qui rend la forêt un peu vivante, un peu expressionniste. Et c'était... d'abord, j'avais envie que ce soit, comme dans les contes ou quelque chose comme ça, un lieu de passage, de transformation. Donc il y avait cette idée de forêt étrange et mouvante. Et quand on préparait le film avec le chef opérateur, on s'est demandé comment filmer ça. Et surtout, comme on n'avait pas des énormes moyens, il fallait qu'on trouve un moyen d'éclairer cette forêt de manière très stylisée, en même temps pas avec énormément de sources de lumière. Et il m'a proposé d'utiliser un drone lumineux. En fait, c'est un drone qui portait un projecteur et qui était au-dessus des arbres et qui tournait autour du décor pendant qu'on tournait. Ce qui fait qu'on a ces ombres qui bougent sans qu'on sache vraiment comment. Et en même temps, ça correspondait aussi à une référence que moi je lui avais amenée, qui avait été, sans que je le sache, tourné comme ça. C'était le début de Viendra le feu, un film peu connu, mais voilà. Et donc ça concordait et ça permettait d'avoir cet expressionnisme un peu nouveau, un peu différent que j'avais envie de convoquer. Alors je me retourne vers la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que... Bonsoir et merci. J'ai vraiment grandement apprécié l'angle très original, très onirique que vous avez choisi. Je voulais revenir sur ce qui finalement ne dure qu'une dizaine de minutes dans le film. C'est le début sur la pension de jeune fille, la pension religieuse, qui est la partie la moins onirique, la plus réelle du film. En même temps, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, peut-être du fait même de sa durée. Est-ce que vous n'avez pas songé à ancrer un peu plus les personnages dans un terreau un peu plus réaliste, avec une famille, avec un approfondissement de la problématique de la pension, ou est-ce que c'est assumé, clairement, pour insister sur l'aspect onirique tel qu'il est longuement développé dans toute la deuxième partie autour de cette étonnante maison quasiment hantée où vous avez choisi de tourner. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors,
Il y a deux choses. D'abord, je n'avais pas spécialement envie d'ancrer les personnages dans quelque chose qui allait plus loin que ça, parce que j'avais envie qu'on suive le personnage de Françoise, qui, elle, est juste dans son urgence de sa mort qui arrive, et qui est comme dans un présent pur, où voilà, j'avais pas envie qu'on sache trop son passé, et donc il y avait cette idée. Après, les premières versions de scénario donnaient plus de place à ce pensionnat. On avait peu de jours pour tourner. Il a fallu couper aussi des choses, donc ça fait partie de certaines choses qui ont été coupées. Peut-être que ça aurait pu durer plus longtemps, en effet, si on avait eu un petit peu plus de sous. Mais c'était pas non plus l'idée. Enfin, j'avais envie qu'on pose le cadre. C'est des archétypes, en fait. Il y a un personnage qui se sent étouffé dans ce pensionnat. Tout le monde voit bien, je pense, ce que ça peut avoir de contraignant et d'étouffant. Et donc, à partir de là, j'avais envie qu'on soit dans l'urgence du personnage et qu'on s'échappe le plus vite possible de ce pensionnat. Et je ne sais pas s'il y avait une autre remarque. Je ne l'ai pas cité, mais en termes d'influence littéraire, moi je songeais à Alain Fournier. Je ne sais pas si c'est une référence qui vous a inspiré directement pour concevoir votre univers. Oui, pour la fête, en tout cas, il y avait quelque chose il y avait quelque chose du Grand Maulne dans cette idée de longue fête étrange. Après, pour les références littéraires, il y avait aussi pour le pensionnat Thérèse et Isabelle de Violette Leduc, que j'avais en tête. Et pour revenir sur la fête, effectivement, qui prend un peu tout le centre, le cœur du film. Quand on parlait des références, j'avais une référence aussi en tête qui était plus récente, mais c'était la collection des films Arte, Tous les garçons et les filles de leur âge. Toute une série de téléfilms qui ont été faits par des grands réalisateurs, surtout des grandes réalisatrices et des réalisateurs. Et des films comme US Go Home de Claire Denis, Travolta et moi de Patricia Mazui ou Portrait d'une jeune fille des années 60 de Chantal Akerman. C'était des films qui ont beaucoup compté pour moi. Et j'ai un peu repris le principe de ces films, c'est-à-dire une évocation d'adolescence avec une fête importante dans le film et la musique de l'époque qu'on remettait en scène. Donc je l'ai un peu aussi pensé comme un nouvel épisode de cette collection. Merci d'être là ce soir. Moi, ce qui m'a interrogée, en fin de compte, quand le film s'est achevé, c'est le titre, La Morsure. Surtout quand j'ai vu dans le générique le nom de l'actrice principale, qui d'ailleurs que je trouve formidable, très impressionnante, remarquable performance, je trouve. Et donc, moi, j'étais plutôt partie sur le thème de la blessure. D'abord la blessure, les menstruations, le sexe féminin souvent présenté comme une blessure, donc qui saigne pour la première fois et qui marque le passage de la jeune fille à la femme. Et donc la blessure aussi qu'elle s'inflige en prenant le couteau. Mais je ne vois pas de morsure autre que la mort certaine, qui est celle que le personnage féminin envisage et par laquelle elle est hantée, en fait. C'est une sorte de hantise de sa propre mort qu'elle s'inflige véritablement, parce que je suppose qu'il y a tout un amas un sentiment très fort de culpabilité aussi qu'on peut percevoir à travers cette mort projetée, la chronique d'une mort annoncée, en fait, hein, si je puis me permettre. Voilà. Mais oui, la trajectoire du personnage, elle est à la fois dans une urgence de cette mort annoncée et en même temps, toutes les premières fois qu'elle va connaître sont peut-être des dernières. Donc il y a quelque chose où la mélancolie se mêle toujours à ces premières fois. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. Parce que c'est ça aussi qui me plaît dans les films sur l'adolescence. C'est à la fois, ça raconte quelque chose comme un début où quand on quitte les personnages, tout est encore ouvert. Et en même temps, c'est une fin. Il y a la fin de l'enfance, on laisse quelque chose derrière soi. Et donc, il y a
à la fois une flamboyance et une mélancolie. Et ça me plaisait. Et effectivement, le titre, alors la morsure, effectivement, il y a ce jeu de mots, la morsure en 2 mots qu'on peut voir et ça me plaisait qu'on puisse le voir. Et la morsure, en même temps, amenait ce ton un peu fantastique. Ça peut être trompeur pour ce qu'on voit dans le film, et en même temps, ça amenait ce ton. Et je le voyais, comme vous dites, comme la blessure, comme quelque chose qui marque le corps et qui reste à la fin du film, où il y a quelque chose qui a changé en elle. Il y a ce corps qui a été marqué, à la fois symboliquement et à la fois très concrètement. Et donc il y avait cette idée de blessure. Après, bon, il y a des petites choses, il y a la morsure de l'araignée, il y a la morsure du vampire, mais en tout cas je le voyais avant tout comme une blessure, effectivement. Et il y a la morsure, on peut se dire qu'il y a la morsure du feu, voilà, il y a toute une série d'occurrences comme ça. Bon, déjà, très beau film, félicitations. Merci. Je pense que les éléments dans le film sont vraiment très bien placés. Ça ramène la profondeur qu'il faut à la trajectoire du personnage, comme vous dites. Par contre, je comprends pas une partie. C'est les 2 personnages qui meurent dans les accidents de route. Pourquoi ils devaient mourir ? Ça fait partie aussi de... Pourquoi, juste pour répéter la question, parce qu'apparemment tout le monde n'a pas entendu, c'était... Pourquoi les 2 personnages qui sont dans l'accident de la route, pourquoi ils devaient mourir dans l'histoire ? Alors, comme tu disais, Mathieu, tout à l'heure, il y a cette partie de rêve éveillé où on ne sait jamais exactement dans quel état on est. Et cet accident, et là ça m'a frappé en le revoyant, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Il y a quelque chose de très fabriqué et artificiel dans cet accident, à la fois je pense qu'on est pris dans le moment, et en même temps, si on décortique la scène, ça paraît assez étrange, la manière dont ils sont positionnés, pourquoi, effectivement. Oui, ça fait partie du personnage. Il y a, comme je disais, je l'avais pensé un peu en référence à Maurice Renet, et notamment son rôle dans Le Feu follet. J'avais envie, voilà, d'une présence comme ça, un peu mélancolique, un peu dépressive, et on peut se dire qu'il a peut-être déclenché sa propre mort ou pas. Mais ce personnage de Maurice, c'est à la fois il a quelque chose d'un peu menaçant, inquiétant. On ne sait pas exactement quel est son rapport avec ses adolescentes, et j'avais envie qu'on puisse avoir cette piste d'agression qui correspond à voilà, une vérité, et puis et à l'époque. Et en même temps, c'est un personnage qui est quand même qui a une certaine bienveillance, ou en tout cas qui est à l'écoute des personnages adolescents, et dans lequel Françoise peut se reconnaître. Il y a comme chez lui comme ce qu'elle pourrait devenir. Enfin, en tout cas, elle se reconnaît plus que dans les autres adultes qu'elle côtoie, parce qu'il a un rapport au monde et à la société un peu différent. Il est pas vraiment, il travaille pas, il est comme ça un petit peu en marge, et donc elle peut reconnaître quelque chose d'elle en lui, et le fait de le voir mort à la fin du film, c'est comme si elle avait pour la première fois une vraie mort. Enfin, elle côtoyait la mort pour de vrai. Elle pouvait voir presque sa propre mort, et il y a une dimension sacrificielle du personnage de Maurice, en tout cas on peut le voir comme ça. Il est mort pour qu'elle puisse vivre, et qu'elle puisse mesurer peut-être tout ce qu'il peut y avoir de bien dans la vie, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et l'autre, j'ai imaginé cet accident qui est à la fois un peu étrange, et en même temps on peut se dire qu'ils se sont percutés. Le personnage du motard fait partie de ces blousons noirs au début qui participent à l'agression du personnage. Donc on peut se dire aussi que Maurice, il a quelque chose d'une espèce de gardien bizarre ou bienveillant, mais on ne sait pas trop, et que peut-être cet accident a été voulu ou pas. Enfin, en tout cas, j'avais envie qu'on ne sache pas trop.
que ça reste assez mystérieux. Et bon, apparemment c'est le cas, peut-être un peu trop, mais voilà, il y a voilà. Oui, alors du coup, peut-être que ça va apporter une réponse. Moi, ce que j'ai ressenti aussi comme effectivement un fait d'époque, c'est-à-dire qu'on était habitué aux accidents de la route mortels. Bon, maintenant, ça nous paraît un peu étonnant parce que ça a été tellement canalisé que on en voit, il y en a encore, mais enfin, on n'en voit plus. Avant, on voyait beaucoup d'accidents de voiture enfin, moi, je me souviens quand on partait en vacances, c'est grave et mortel. Donc, pour moi, ça a été vraiment une référence à l'époque. En plus, dans les films, bon, il y a accident, comme vous avez nommé tout à l'heure, Godard. Il y a Week-end de Godard. Week-end de Godard. Qui était aussi, donc, moi, ça m'a justement là, pour moi, il y avait vraiment une référence. Et pour revenir aux peurs, effectivement, on a parlé de la peur de la mort, mais moi, ce que j'ai ressenti à travers, je ne sais pas si c'est ce que vous avez voulu dire, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait la peur de la sexualité et en même temps l'attirance. C'est-à-dire qu'on sortait ces années-là, alors surtout pour les jeunes filles, les jeunes hommes, je ne sais pas comment trop ils vivaient ça, probablement aussi avec beaucoup de difficultés, parce qu'on était séparés, les garçons et les filles à l'époque, mais vraiment séparés. Donc c'est en 68 qu'on a fait la mixité dans les lycées, on a fait mai 68, et dans les lycées, ça a été... bon, moi j'étais à Jules Ferry, Chaptal, Jules Ferry, mixité. Donc on avait à la fois le désir des garçons et une peur terrible, quoi. Et moi, ce dont je me suis souvenu dans votre film, c'est qu'au début, quand elles discutent, les deux amies, alors j'ai plus les prénoms en tête, tu vois un changement, alors tu as saigné, enfin, c'est-à-dire qu'elle veut savoir si elle a fait l'amour et si elle a saigné, lorsque le thème du vampire apparaît, évidemment que à la fois il y a ce désir de sexualité avec ce sang, et en même temps, il y a une peur terrible. Donc pour moi, j'ai eu l'impression que vous avez refermé avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette fête, quand elle dit je vais mourir, elle va perdre son adolescence, et elle le sait, elle en a envie, et en même temps, elle en a peur, et le sang apparaît, et elle perd sa virginité. Voilà. Enfin, bon, moi, je trouve que vous avez très bien montré, en tout cas en ce qui concerne les jeunes femmes de l'époque, ce qu'on a vécu de difficile, très difficile même. C'était exactement mon but, donc tant mieux. Et c'était ça. Et j'aime assez pouvoir mélanger des choses peut-être plus subtiles et des choses très symboliques ou très, voilà, presque... ou évidentes, quoi, comme effectivement la sexualité, la perte de la virginité, le sang, le vampire. Voilà, c'est des choses qui vont bien ensemble et qui en même temps sont très évidentes, mais j'aime bien cette évidence aussi. Et effectivement, j'avais envie que c'est tout ce que ressent le personnage, c'est à la fois une envie elle peut pas mourir sans avoir connu sa première fois, elle a très envie, et en fait cette mort représente aussi son envie de découvrir des choses, et notamment sexuelles. Et en même temps, c'est quelque chose qui fait très peur. Et c'était aussi pour ça, même si pour moi c'était évident d'avoir un personnage féminin, parce que c'est ce que j'avais envie de faire. Enfin, je m'identifie et je suis plus intéressé par les personnages féminins. Mais ça me semblait aussi plus intéressant de traiter la sexualité d'un point de vue féminin pour cette époque, parce que voilà, la virginité, c'était un poids encore plus grand pour une jeune fille, où la société met une grosse importance sur la virginité des jeunes filles, enfin se l'approprie, et donc ça me semblait aussi plus intéressant pour ça. Et pour revenir aux accidents, effectivement, ça participe à l'époque aussi où il ne pouvait pas y avoir de fête ou de bal sans qu'il y ait une bagarre, des blousons noirs, des accidents, et donc voilà, ça fait partie de l'imaginaire aussi de cette époque, et j'avais envie que ces moments de voiture, de route, il y ait quelque chose d'effrayant. Moi, quand j'étais petit et qu'on roulait la nuit en voiture, ces arbres, je trouvais que c'est quelque chose qui me faisait peur, et donc voilà, ça participe aussi à ce rapport très concret au décor, et voilà. En tout cas, c'est la force des artistes d'arriver sans avoir vécu. Je suis vraiment étonnée parce que
vous êtes très jeune, et d'arriver, alors surtout se mettre à la place d'un personnage féminin, parce que c'est quand même lui le personnage principal, d'arriver à cerner ce qu'on avait. Alors bon, j'ai compris que vous connaissez Jean Rouch, vous avez vu ses films où lui effectivement il a su bien parler. J'ai plus le titre en tête. Oui, il y en a plusieurs, mais oui, il y a la pyramide humaine, il y a un film que moi j'aime beaucoup, dont j'ai oublié le titre. C'est pas celui où fait l'interview, c'est lui, c'est Jean Rouch. Il y a La Punition aussi, qui est assez beau. Et on sent que vous êtes, c'est inspiré, mais bon, je trouve ça vraiment incroyable que vous ayez réussi à ce point-là. Et comme vous dites, parce qu'en fait, on s'en fiche de voir si vous avez vraiment bien reconstitué. Bon, on sent qu'il y a eu une recherche, mais c'est tout ce que vous avez, tout l'intérieur, quoi, qui est là, tout ce qu'on vivait dans nos tripes. C'était une époque très particulière quand même. Il y a eu un basculement là, dont maintenant on se rend peut-être pas compte à quel point, mais c'est comme les premières règles. C'est une vraie révolution qui s'est passée, quoi. D'un seul coup, tout a changé, tous les rapports entre les hommes et les femmes, c'était, on dit qu'on comprenait plus rien, quoi. Et je trouve qu'on se sent bien là. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Mais oui, je pense que ça tient à la fois au fait que j'ai beaucoup lu, beaucoup vu des choses de cette époque, et aussi peut-être aussi des témoignages de ma mère ou d'autres personnes. Il y a la littérature aussi. Voilà, je parlais de Violette Leduc, mais Annie Ernaux aussi, par exemple, c'est des choses qui ont pu m'inspirer indirectement. Voilà. Et aussi, sur garçon ou fille, il y a des choses qui sont aussi universelles. Et j'ai l'impression qu'à partir du moment où on parle d'adolescence et qu'on essaye de le faire d'une manière en s'impliquant, en mettant de soi, j'ai l'impression d'autres peuvent s'y retrouver. En tout cas, c'est ce que j'avais envie d'essayer de faire. J'ai encore des petites questions. Je ne vous lâche pas encore. Non, alors c'est justement sur cette question de l'acuité des années 60 et de cette question de la séparation des garçons et des filles, l'effroi et l'attirance envers une sexualité qui était une grande inconnue. Peut-être que je m'aventure un peu loin et que c'est un tic de journaliste, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça n'est pas exclusivement forclos aux années 60, ou en tout cas réservé aux années 60. J'ai l'impression qu'il y a une actualité, c'est un peu vaste à dire, mais est-ce qu'on serait pas en train de vivre aujourd'hui une espèce de retour de bâton sur cette libération sexuelle à venir, parce qu'on est en 68, on n'y est pas encore. Mais est-ce que ce 67 ne se rapproche pas finalement de nous aujourd'hui, sur cette peur de la sexualité, sur je me demande s'il n'y a pas aussi, si tu n'as pas finalement, tous les films d'époque sont des films qui parlent au présent nécessairement, mais voilà, je me demande est-ce que finalement il n'y a pas aussi quelque chose dans l'histoire qui nous concerne, nous directement contemporains. Si c'est le cas, c'est toujours bien. En tout cas, j'ai essayé de pas forcément forcer les choses, mais je crois que c'était déjà là et que de toute façon, voilà, c'est cyclique et il y a des choses qui reviennent. Et par exemple, c'est un film que j'ai écrit peut-être la première version, elle date d'il y a 8 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça a mis du temps. Mais sans forcément retravailler certaines choses, il y a des choses qui prenaient un éclairage nouveau en fonction du temps où on était, et notamment voilà, de la guerre, des choses comme ça, où c'était des choses peut-être plus abstraites au moment où j'ai commencé à l'écrire, et finalement qui reviennent un peu plus fortement. Dans la critique qui est parue dans Mad Movies de Stéphane Duménil-Do, il parlait aussi du retour des uniformes à l'école. Donc il y a quelque chose effectivement d'un retour à quelque chose de plus répressif qui
en tout cas, j'espère que le film nous laisse avec une envie petite envie de révolte ou de désobéissance. En tout cas, il y a quelque chose qui plane que j'avais envie qui plane sur le film, et j'espère qu'on peut repartir aussi un peu avec ça, quoi. Alors, en tout cas, si je peux intervenir là-dessus, je suis assez content du timing de cette projection, parce que quand même tomber la veille des élections et quand même dans une ambiance où effectivement on sent qu'il y a un désir de retour en arrière, pour dire les choses très, très globalement, quoi. Mais bon, moi, juste sur une note beaucoup plus légère, en fait, j'étais super heureux en voyant le film aussi par les choix musicaux. Et alors, pour ceux qui ont suivi le cycle de Palma cette année, on a passé Phantom of Paradise, et il me semble que c'est bien Paul Williams qui chante sur le générique de fin, celui qui a incarné, pour ceux qui étaient là, qui a incarné Swan dans Phantom of Paradise et qui a fait la BO. Et en fait, je savais même pas qu'il avait ce groupe et que c'est vachement bien. Voilà, donc merci. Ouais. Alors, je peux raconter comment ça s'est fait justement. Phantom of the Paradise, c'est un film que j'aime beaucoup, qui a été vraiment très important pour moi dans ma cinéphilie, qui était c'est toujours un de mes films préférés, mais à l'adolescence, c'était vraiment quelque chose d'énorme pour moi. Et je connaissais pas non plus son groupe d'avant. Et quand on a commencé à chercher des musiques, en fait, moi, j'avais des musiques au tournage qui n'ont pas été forcément celles qu'on a pu garder pour des raisons de droit, de budget, de choses comme ça, même si, de toute façon, j'avais envie de choses assez obscures et pas... plutôt ce qu'on appelle la musique garage, donc quelque chose d'adolescent, un peu brusque, quoi, pas des grands morceaux. Et donc, pendant la post-production du film, on a cherché avec le superviseur musical des choses qu'on pourrait se procurer, et les labels nous envoyaient pas mal de musique à écouter, et il y avait cette chanson de The Holy Mackerel, le groupe de Paul Williams, et quand j'ai entendu ça, voilà, j'étais assez emballé, mais je pensais qu'on pourrait pas l'avoir, que ça serait peut-être trop cher, et finalement on a réussi à le négocier pour le générique, et voilà, pour moi c'est quelque chose de très beau et de très touchant de pouvoir avoir la voix de Paul Williams à la fin du film. Et après, la musique, il y a la musique originale qui a été composée par Émile Sornin du groupe Forever Pavot, qui a fait aussi les musiques de Monia Chokri, et qui lui, dans son groupe, il convoque beaucoup la musique de films des années 60-70. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc on s'est très vite retrouvé là-dessus. Et donc, c'était un peu une évidence de travailler avec lui. Et après, comme je l'ai dit, pour les musiques de la fête, ça a été un long travail de beaucoup d'écoute, d'essayer de trouver les morceaux qui pouvaient convenir à l'ambiance, à ce que racontaient les scènes, et en même temps pouvoir correspondre à l'énergie des séquences qu'on avait tournées. Donc ça a été un long travail, mais je suis content que ça vous plaise. Parce que il me semble, je suis sans doute beaucoup moins spécialisé à la période que toi, mais est-ce que c'est réaliste qu'ils écoutent ce genre de musique ? Il me semble qu'à l'époque, c'était sans doute pas ça que les jeunes écoutaient, mais justement, c'est ce qui me semble assez original. Je sais pas. C'est à la frontière, quand on va dire que c'est des morceaux d'époque qui auraient pu être que des gens qui auraient été en Angleterre ou auraient pu aller chercher, peut-être. Après, c'est pas hyper réaliste non plus, peut-être. Moi, j'avais envie d'avoir plus de morceaux français, enfin d'avoir des morceaux français à la base, mais en fait, c'est compliqué parce que on était beaucoup dans le second degré, dans les paroles, et ça peut être des choses que j'aime beaucoup, mais en fait, dans un film, ça marche moins. Voilà, à partir de Dutronc ou d'Antoine, il y avait une volonté de faire quand même des paroles un peu rigolotes, enfin en tout cas un peu ironiques, et qui fonctionnaient moins en fait dans le film. Mais voilà, j'avais envie que ce soit à la fois une fête un peu plus que le réel, et en même temps qu'on soit quand même dans une forme de justesse.
Moi, ça a d'abord été les yéyés début 60, hein, et puis sont arrivés les Beatles, les Rolling Stones, et puis après ça a été toute la pop. Alors c'est vrai que fin 60, on commençait vraiment à écouter de la pop anglaise. Alors c'est vrai que le français, je pense que ça aurait été trop présent, les textes français dans le film. Alors, rapidement, parce qu'il est tard, je sais, c'est ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que nous, on sortait aussi de la morale judéo-chrétienne. Alors nous, les filles, on en a bavé, parce qu'il fallait surtout pas faire l'amour avant le mariage. Alors quand on se lançait, on se sentait très très mal, quoi. Alors même si dans le milieu artistique, les femmes n'ont jamais hésité à se laisser aller bien avant les années 60, il n'empêche que cette période-là, ça commençait à toucher toutes les jeunes femmes, quoi. C'était très dur à vivre. Et effectivement, c'est pour ça que je trouvais que c'était plus intéressant aussi, encore plus intéressant d'avoir un personnage féminin que masculin. Et sur la musique, effectivement, j'aurais bien aimé avoir par exemple du Antoine ou des choses comme ça qui étaient vraiment très marquées, mais ça marchait moins bien. Mais on est en 67, donc c'est aussi une date qui m'intéressait parce que voilà, j'étais un peu plus, je pouvais être un peu plus libre sur la musique. Sur les looks aussi, il pouvait y avoir des cheveux plus longs, des choses comme ça, donc ça m'intéressait aussi pour ça. Voilà. Bon, ben on peut, voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Romain pour tous ces éclaircissements. Merci pour vos questions. Merci Romain, merci Mathieu. Et puis voilà, on se retrouve l'année prochaine. On se retrouve à partir du mois d'octobre. Voilà. D'octobre, voilà. Et puis Romain, pour ton prochain film, j'espère. Bah oui, bien sûr. On présente le prochain. Merci.